Tsahal change les règles du jeu, se préparant à des combats intenses à Rafah, dans la bande de Gaza, et le Hamas ne sait pas comment réagir. Au Liban, le Hezbollah a des problèmes qui vont au-delà de son fragile cessez-le-feu avec Israël, et ses opposants internes augmentent également la pression, y compris au sein du Parlement national. Pendant ce temps, Israël reste ferme sur sa demande que le Hezbollah déplace tous ses biens au nord du fleuve Litani et que l'armée nationale libanaise se déploie au sud du fleuve afin de combler le vide en matière de sécurité. Tel était l'accord du cessez-le-feu initial. Et si le Hezbollah ne l'honore pas, Israël ne quittera pas le sud Liban à la fin de la trêve de 60 jours, qui est déjà à plus de la moitié de son terme. À côté, en Syrie, la Turquie s'empresse de consolider son emprise sur le nouveau régime de Damas. Au Yémen, les commandants des Houthis sont passés du statut de chasseurs à celui de proie, Israël ayant menacé de les assassiner en représailles aux tirs de missiles balistiques sur notre pays. Les dirigeants Houthis sont désormais dans la clandestinité et ont jeté leur téléphone portable pour tenter de se cacher du Mossad israélien. Pendant ce temps, en Judée et en Samarie, 3 Israéliens ont été assassinés de sang-froid et 8 autres blessés lors d'un horrible attentat terroriste perpétré lundi. L'armée israélienne a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les terroristes et un avion de l'armée de l'air israélienne a frappé une cellule terroriste dans la région de Naplouse liée à l'incident. Pendant ce temps, les négociations pour la libération des otages israéliens à Gaza se poursuivent. Le Hamas a soumis une nouvelle proposition de liste d'otages à libérer et les négociateurs israéliens affirment qu'il s'agit d'une vieille liste qui n'est plus d'actualité. Le Hamas demande également une suspension des combats pour clarifier la situation des otages, tandis que les équipes de négociation israéliennes ont suggéré un compromis dans lequel le Hamas libérerait un petit nombre d'otages en signe de bonne foi. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 48e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et toutes les milices chiites en Irak et en Syrie. Tous agissent sous les auspices de l'Iran, chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Chaque abonné amplifie notre portée dans le partage de la vérité, alors aidez-nous dans ce travail important. Ces derniers jours, la puissance de feu déployée par les forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza a augmenté de manière significative, y compris les frappes aériennes, mais aussi l'artillerie et les forces de manœuvre au sol, en particulier dans la région de Beit Hanoun, dans la partie nord de la bande de Gaza. Les médias arabes font état d'une intensité des frappes aériennes comparable à celle des combats des premiers jours de la guerre. L'armée de l'air israélienne a frappé des cibles dans les camps centraux de Nuseirat, Dir el-Balak, el-Bourij et el-Zaweda et a également visé des terroristes à Ran Younes. Une déclaration commune de Tsahal et du Shin Bet indique que dans un effort conjoint de l'armée de l'air israélienne et du commandement sud, dirigé par le renseignement militaire, Amman et le Shin Bet, les avions de chasse et les avions ont frappé plus d'une centaine de cibles terroristes dans la bande de Gaza au cours du week-end dernier. Des dizaines de terroristes du Hamas ont été éliminés lors de ces frappes. Dans le même temps, Israël est sur le point d'étendre considérablement la zone humanitaire dans la bande de Gaza, en préparation d'une deuxième opération terrestre attendue à Rafah. Le rapport sur ces efforts a été publié au cours des dernières 24 heures et indique notamment qu'il s'agit d'une étape pratique sur la voie du lancement de l'opération, dont les responsables gouvernementaux discutent depuis un certain temps déjà. La déclaration du bureau du porte-parole de Tsahal ajoute que les missions de l'unité 504, l'unité spéciale de la direction du renseignement de Tsahal, seront élargies et que le commandant de l'unité sera promu au rang de général de brigade. Tout au long de la guerre, l'unité 504 a mené des opérations intensives sur différents théâtres et a dirigé les efforts qui ont permis d'arrêter et d'interroger des milliers de terroristes du Hamas, ainsi que ceux du Hezbollah et du Front syrien.
L'unité a également participé à la collecte d'informations sur de nombreuses cibles qui ont été attaquées et à la manipulation secrète d'agents dans divers États ennemis. Pendant la guerre, l'unité a rouvert un domaine de traitement d'agents dédié à la bande de Gaza, après avoir mis fin à ses activités dans ce domaine il y a plus de 10 ans. La portée des activités de renseignement humain de l'unité s'est considérablement élargie au cours de cette période. En se basant en partie sur les informations fournies par cette unité, les services de renseignement de l'armée israélienne estiment qu'il faudra encore 3 semaines pour nettoyer le nord de la bande de Gaza des infrastructures terroristes, à moins qu'un accord ne soit conclu pour changer la situation sur le terrain. On peut donc se demander pourquoi Tsahal ne prend pas des mesures plus décisives pour remporter la victoire. La réponse réside peut-être dans la pression internationale qui limite sa liberté d'action militaire, mais le coût de la restriction de l'opération est clair. Une érosion prolongée du statut dissuasif d'Israël vis-à-vis du Hamas, qui tente, par ses derniers efforts, de semer la peur au sein du peuple israélien. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement militaire dans la bande de Gaza. Avant de passer à l'affaiblissement constant du cessez-le-feu au Liban en raison des violations répétées du Hezbollah, je veux vous appeler à agir. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. À TBN francophone, nous avons besoin de votre soutien. Nous vous invitons donc à faire un don en cliquant sur le bouton « Faire un don » sur YouTube ou en vous rendant sur notre site internet à l'adresse tbnfr.org. Chaque euro que vous donnerez servira à garantir que la vérité d'Israël sera diffusée dans le reste du monde. En ce qui concerne le Liban, alors qu'Israël sent que l'armée nationale libanaise et le gouvernement internationalement reconnu de Beyrouth souhaitent faire respecter le cessez-le-feu, le Hezbollah lui-même ne s'est toujours pas retiré au-delà du fleuve Litani. Le cessez-le-feu de 60 jours est censé prendre fin dans moins de 3 semaines, le 26 de ce mois, mais les États-Unis travaillent actuellement à sa prolongation. Les responsables israéliens ont prévenu que si le Hezbollah attaquait Israël après les 60 jours, il recevrait une réponse sévère. Ils ont également réaffirmé que la résolution 1 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'a jamais été appliquée par le Hezbollah, ne sera pas reconduite. En outre, comme l'a déclaré hier le ministre de la Défense Israël Katz, Israël agit pour faire respecter le cessez-le-feu de son côté face aux violations répétées du Hezbollah. Cela ne concerne pas seulement le non-retrait du Hezbollah, mais aussi les hommes armés qui errent dans des zones qui avaient été nettoyées auparavant, qui transfèrent des armes, etc. Le mécanisme d'application existant, qui comprend les pays superviseurs, permet également à Israël, si nécessaire, de faire respecter le cessez-le-feu et de repousser les violations. Pour illustrer les difficultés rencontrées par Israël, Tsahal était sur le point de se retirer du village de Nakoura, mais l'armée nationale libanaise n'était pas prête à se déployer dans ce village et le Hezbollah continuait d'opérer à proximité, donnant tout lieu de penser qu'il reviendrait et reconstruirait ses positions de combat une fois que Tsahal serait parti. Dans ces conditions, il est impossible pour Tsahal de se retirer comme prévu. Il ne s'agit pas que d'un seul village. Le même scénario se déroule dans tout le sud du Liban. Les options sur la table comprennent la prolongation du cessez-le-feu de 30 jours supplémentaires, le retour à la guerre active ou l'attente des réactions de l'autre partie. De ces 3 possibilités, l'extension de l'accord est actuellement la plus réaliste, mais ce n'est qu'une solution temporaire qui ne change pas l'équilibre des forces dans cette région. Sur fond d'élection présidentielle au Liban, nous attendrons de voir dans les prochains jours de quel côté souffle le vent et si nous nous dirigeons à nouveau vers une intensification des combats au Liban. Lundi, mon équipe et moi-même nous sommes rendus à la frontière nord d'Israël, près du mont Hermon, pour constater de visu la situation sur le terrain afin de pouvoir vous dire ce qui s'y passe. Nous prévoyons de produire d'autres reportages sur ce sujet crucial, alors restez à l'écoute et abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground ou d'une autre émission. Nous nous concentrons maintenant sur la Syrie, où les forces de défense israéliennes sont actuellement déployées dans des positions situées à environ 25 km de Damas, la capitale de la Syrie.
Des équipements lourds sont acheminés pour mettre en place des fortifications défensives et créer un tampon de protection et une zone démilitarisée. L'objectif est d'empêcher toute force hostile de s'approcher de la frontière et, d'une manière générale, d'empêcher l'instabilité en Syrie de s'étendre au territoire israélien. Pendant ce temps, dans le nord de la Syrie, les États-Unis tentent d'empêcher une invasion turque et tout en dépend. Selon les informations publiées par les médias américains, environ 2000 soldats des forces spéciales américaines opèrent dans le nord de la Syrie pour soutenir les factions kurdes qui contrôlent ces régions. Si ces forces américaines se retirent, les Kurdes se retrouveront seuls face à la Turquie et aux forces djihadistes qui ont pris le contrôle d'une grande partie du reste de la Syrie. Ils n'auront aucune chance et tout le monde le sait. La Turquie avance rapidement, ayant déjà pris le contrôle de 3 zones le long de la frontière syro-turque, Jarabulus, Afrin et Tel Abyad. Elle est déjà présente militairement le long du corridor frontalier entre la Syrie et la Turquie, mais elle n'a pas encore concrétisé ses ambitions territoriales. Cependant, l'objectif stratégique de la Turquie est clair. Repousser les Kurdes à 30 km de la frontière turque et la présence américaine dans la région est un obstacle de taille. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi que la fin des milices kurdes en Syrie était proche, ajoutant qu'il n'y avait pas de place pour la terreur dans l'avenir de la Syrie après la chute de Bachar el-Assad le mois dernier. Il semble évident que les Turcs sont déterminés à profiter des succès de Hayat Tahrir al-Sham pour conquérir la Syrie et en faire leur État client. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement à la frontière avec la Syrie qui pourrait affecter Israël. Si vous voulez en savoir plus sur comment nous soutenir, visitez notre site web à tbnfr.org. Nous nous concentrons maintenant sur le front le plus éloigné de la guerre d'Israël, les Houthis au Yémen. Selon une source proche de la direction des Houthis au Yémen, les chefs de la milice ont commencé à changer fréquemment de lieu et à prendre des mesures de sécurité renforcées en raison des menaces israéliennes d'éliminer les principaux membres de l'organisation. Selon un rapport publié cette semaine par le portail d'information Wall Street Journal, ces chefs de milice passent la plupart de leur temps dans des bunkers souterrains et évitent d'utiliser des appareils mobiles qui révéleraient leur position aux avions ou aux agents terrestres israéliens. Ils changent également fréquemment d'emplacement, essayant de rester en mouvement pour éviter d'être une cible plus difficile. Israël menace de cibler ses dirigeants Houthis en représailles aux attaques de missiles quasi quotidiennes des Houthis contre Israël, qui obligent des millions d'Israéliens à se réfugier dans des abris au petit matin et perturbent le retour des compagnies aériennes internationales, causant ainsi d'immenses dommages économiques et diplomatiques à l'État d'Israël. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré fin décembre, après une 4e série de frappes israéliennes contre les Houthis depuis juillet, que nous allions traquer tous les dirigeants Houthis et les frapper comme nous l'avons fait dans d'autres endroits. Les Houthis représentent un défi sécuritaire unique pour Israël en raison de la distance géographique, du manque de renseignements sur l'organisation et du fait que les frappes de représailles contre eux ne font qu'accroître le soutien local au groupe sans mettre fin aux attaques. L'organisation n'exerce un contrôle opérationnel que sur une petite zone du nord-ouest du Yémen. Mais c'est dans cette région que vit la majeure partie de la population du pays et que se trouvent la plupart de ses ressources économiques. Le Yémen est le pays le plus pauvre du Moyen-Orient et sa population souffre d'une grande pauvreté. Bien que beaucoup n'aiment probablement pas les Houthis, ils sont ce qui se rapproche le plus d'un gouvernement au Yémen et la population dépend d'eux pour organiser les envois d'aide humanitaire internationale et d'autres choses dont elle a besoin pour survivre. En attendant, Tsahal a défini les Houthis comme une organisation terroriste autonome qui s'appuie sur la coopération et le financement iranien pour mener ses attaques. Yuli Edelstein, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, a récemment déclaré au Wall Street Journal qu'Israël avait tendance à adopter une approche similaire à celle qu'il avait adoptée contre le Hamas et le Hezbollah, à savoir une confrontation directe avec l'organisation plutôt qu'un conflit plus large avec l'Iran.
Entre-temps, un autre haut fonctionnaire israélien a déclaré au Wall Street Journal qu'Israël s'efforçait d'approfondir ses renseignements afin de pouvoir frapper les dirigeants Houthis, notant qu'il fallait faire la distinction entre la menace immédiate des Houthis et la menace stratégique à plus long terme de l'Iran. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements concernant les Houthis et la confrontation plus large avec l'Iran. Comme toujours, je vous demande de nous aider en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en nous suivant sur les réseaux sociaux. En vous abonnant à cette chaîne, vous nous aidez à faire connaître la vérité à un plus grand nombre de personnes dans le monde afin qu'elles puissent prier pour la situation dans ce pays. Maintenant, nous nous concentrons à nouveau sur la lutte contre le terrorisme et l'anarchie en Judée et en Samarie. J'ai le triste devoir de vous annoncer que lundi, un attentat contre des véhicules circulant entre Al-Founedouk et Kedoumim, au nord de Jérusalem, a causé la mort de 3 Israéliens et blessé 8 autres. Parmi les victimes figurent 2 femmes d'une 60aine d'années et un officier de police d'une 40aine d'années. D'après l'enquête initiale de Tsahal sur l'attaque, il semble que les terroristes aient fui vers les villages voisins peu après qu'un civil israélien ait riposté à leurs tirs. Tsahal pense qu'il y avait au moins 3 attaquants armés de fusils et de pistolets qu'ils ont utilisés pour tirer des dizaines de balles avant de s'enfuir dans la région de Naplouse. Une chasse à l'homme a été lancée pour retrouver ces assaillants et ce n'est qu'une question d'heures, voire de jours, avant que le Shin Bet ne mette la main sur eux et sur ceux qui les ont envoyés. L'objectif de ce service de sécurité n'est pas seulement de capturer et d'éliminer les meurtriers, mais aussi d'opérer au cœur des activités du djihad islamique et du Hamas à Naplouse, Turkarem, Balata et Hébron, afin qu'aucun terroriste ne pense pouvoir perpétrer un attentat similaire à l'avenir. Plus tôt dans la semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, une frappe aérienne a été menée sur une base opérationnelle terroriste dans le camp de réfugiés de Balata, au nord de Jérusalem. Cette base était utilisée pour planifier et organiser des attaques terroristes contre des civils israéliens et la plupart de ces attaques étaient prévues dans un avenir proche. Parallèlement à cette opération, Mohamed Zahad, un résident du camp de réfugiés et un chef du groupe terroriste actif dans ce camp, a également été éliminé. Il n'était que le dernier d'une grande vague d'agents terroristes qui ont été éliminés ou arrêtés au cours de l'année écoulée dans toute la Judée et la Samarie. En fait, selon les données de Tsahal et du Shin Bet, depuis le début de la guerre, 770 terroristes ont été éliminés, dont environ 220 lors de frappes aériennes et d'actions que Tsahal n'avait pas menées auparavant en Judée et en Samarie. Plus de 6000 personnes ont été arrêtées et plus de 1500 armes ont été saisies. Le Shin Bet a déjoué cette année 1040 tentatives d'attentats majeurs en Judée et Samarie et à Jérusalem, mais n'a pas réussi à en empêcher 231, ce qui constitue un record depuis 2021. Selon les évaluations, la Judée et la Samarie sont inondées de dizaines de milliers d'armes de différents types. Dans certains cas, il s'agit d'armes improvisées fabriquées dans des ateliers d'usinage dans les territoires. Bien que la police ait enregistré cette année une augmentation de 91% dans la capture d'armes et la destruction d'ateliers de fabrication d'armes improvisées dans les territoires, pour chaque atelier fermé, un autre s'ouvre rapidement. Personne ne sera surpris d'apprendre qu'une grande partie des armes présentes en Judée et en Samarie ont été introduites clandestinement par l'Iran. L'Iran agit de manière intensive pour créer une importante infrastructure terroriste en Judée et en Samarie. La plupart de ces activités se concentrent dans le nord de la Samarie, à Jénine, Tulkarem et Naplouse, et se sont récemment étendues à la Judée via le Hamas, Hébron et ses environs. Tsahal comprennent que cette activité exige beaucoup de persévérance, de créativité et de puissance. Certaines armes sont acheminées clandestinement de Jordanie vers la vallée du Jourdain et, de là, vers les centres terroristes. La situation économique difficile en Cisjordanie, due en partie au bouclage qui empêche les jeunes de trouver un emploi stable, pousse beaucoup d'entre eux à se retrouver dans des organisations terroristes. Même s'ils ne partagent pas l'idéologie de ces groupes, ils sont prêts à commettre des attentats meurtriers en échange d'un salaire élevé. Il est également important de souligner que les types d'armes que l'Iran introduit clandestinement dans la région ne sont pas seulement des fusils et des pistolets.
Il s'agit également d'armes lourdes qui changent la donne, telles que des RPG, des mortiers et des roquettes à courte portée. Au cours de l'année, le système de sécurité a saisi 80 engins explosifs improvisés Climagore, 75 lanceurs de RPG, 20 mortiers et 3 roquettes à courte portée, selon les chiffres publiés par le Shin Bet la semaine dernière. En outre, 25 kg d'explosifs ont été saisis. Mais dans au moins 2 cas, les Palestiniens ont réussi à transporter une voiture piégée, dont l'une a explosé dans des villages palestiniens, sans faire heureusement d'autres victimes que les terroristes qui utilisaient cette voiture. L'Iran est responsable de tout cela, essayant constamment de créer des fronts supplémentaires contre Israël après avoir perdu le régime Assad en Syrie et vu le Hamas et le Hezbollah sérieusement dégradés. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à suivre les développements en Judée et Samarie afin de vous apporter les dernières nouvelles. Une fois de plus, nous vous demandons de nous aider en partageant ces vidéos sur YouTube, en nous suivant sur les médias sociaux et en vous abonnant à cette chaîne. Cette aide nous est très précieuse, car nous nous efforçons de faire connaître la vérité au monde entier et de nous concentrer à nouveau sur les efforts déployés pour obtenir la libération des otages israéliens détenus à Gaza. Le portail d'information saoudien Ashraq Al-Awsat et la BBC News ont tous deux rapporté cette semaine que le Hamas a publié lundi une liste de 34 otages qu'il affirme être prêt à libérer dans le cadre de la première étape d'un éventuel accord de cessez-le-feu avec Israël. Parmi les noms figurent 10 femmes et 11 otages âgés de 50 à 85 ans, ainsi que les enfants de la famille Bibas. Il comprend également les noms de plusieurs otages dont le Hamas dit qu'ils sont malades. Toutefois, des sources israéliennes ont précisé qu'il s'agissait d'une liste envoyée par Israël dans le passé et que, jusqu'à présent, le Hamas n'avait envoyé aucune liste. Les négociations en vue d'un cessez-le-feu ont repris à Doha, au Qatar, au cours du week-end, mais il semble que les pourparlers n'aient pas progressé de manière significative. Un responsable sino-hamasien a déclaré à l'agence de presse Reuters que tout accord sur le retour des otages israéliens dépendrait d'un accord prévoyant le retrait d'Israël de la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu permanent ou de la fin de la guerre. Le fonctionnaire a ajouté une accusation selon laquelle, jusqu'à présent, l'occupation reste obstinée à l'égard d'un accord de cessez-le-feu et de retrait et n'a fait aucun pas en avant. Ceci étant dit, selon les informations qui nous sont parvenues, le compromis proposé a été essentiellement accepté par la direction extérieure du Hamas au Qatar, mais aucune réponse n'a été reçue de la part de la direction de l'organisation dans la bande de Gaza. Comme on le sait, les décisions finales sont prises par les dirigeants de Gaza, de sorte que l'incertitude demeure quant à l'évolution de cet accord. Et malgré l'optimisme prudent exprimé par certaines personnes impliquées, des doutes subsistent quant à la possibilité réelle de parvenir à un accord à court terme. Selon une source, le Hamas, à Gaza, est avant tout motivé par des considérations stratégiques plus larges, principalement la réaffirmation de son contrôle sur la bande de Gaza et le rétablissement de son statut. Tant qu'il s'agit de son objectif principal, il est difficile de l'imaginer conclure un accord sans faire des concessions significatives. Ces développements interviennent dans le sillage de la vidéo de l'otage Liri Elbag, âgé de 19 ans, que le Hamas a publié il y a quelques jours et qui appelle le gouvernement israélien à conclure un accord. L'avenir nous dira si une situation satisfaisante pour les deux parties sera trouvée ou si l'impasse se poursuivra. Notre rôle dans cette affaire est de prier pour les otages et pour vous aider à le faire, je veux avoir un visage pour rendre les choses plus personnelles. Ariel et Kfir Bibas sont les plus jeunes Israéliens à avoir été enlevés le 7 octobre 2023. Ariel ayant 4 ans et Kfir 9 mois. Ariel est connu pour sa personnalité dynamique et sa curiosité. Il aimait jouer avec son jeune frère, Kfir, et est décrit comme un enfant joyeux qui apporte du bonheur à tous ceux qui l'entourent. La présence de Kfir a apporté une immense joie à ses parents et à son frère aîné. Les premiers mois de Kfir ont été remplis d'amour et d'attention de la part de sa famille et il a fêté son premier anniversaire en captivité le 18 janvier 2024. S'il n'est pas libéré rapidement, il fêtera son deuxième anniversaire en captivité dans moins de 2 semaines.
Merci de prier pour ces otages et au-delà. Priez pour la paix pour le peuple d'Israël. Priez pour les soldats de Tsahal qui se battent au Liban, en Syrie, dans la bande de Gaza, en Judée et en Samarie. Priez pour qu'ils soient protégés et n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. Nous croyons en un Dieu puissant et malgré tous ces défis, nous avons foi en lui et pensons qu'il apportera la victoire à cette région et à Israël.